What's up tout le monde, bienvenue à un autre épisode d'un simple podcast. Aujourd'hui, c'est très dommage qu'on ne soit pas encore rendu à faire des podcasts vidéo, qu'on soit encore sur l'audio, parce que je me suis acheté des super belles lunettes de soleil. Très belles lunettes de soleil que j'ai achetées chez Oakley. J'avais jamais acheté des vraies lunettes de soleil. Okay? Faut savoir que moi, depuis... Je vais dire ma tendance. Depuis que je suis jeune, depuis que je m'achète des lunettes de soleil, j'ai jamais acheté des lunettes de soleil de qualité. Je sais pas c'est quoi. Je m'en dis fixer le soleil avec des bonnes lunettes, mais il faut jamais fixer le soleil, même si c'est des bonnes lunettes. Là. Moins que tu aies des lunettes anti-éclipse, pour éclipse, en tout cas, peu importe, comprenez. Puis là, c'est ça, j'ai pris la décision cette année. Je suis rendu un adulte, je vais m'acheter des vraies lunettes de soleil. Puis j'ai réussi à trouver des bonnes lunettes. Mais il y a quelque chose qui me dérange, c'est j'avais pas envie d'aller magasiner des lunettes de soleil parce que j'avais pas envie de vivre le service client qu'on offre dans des magasins de vente au détail. Je m'explique. C'est pas tous les magasins qui ont un mauvais service client, mais c'est facile de se démarquer des concurrents en ayant un bon service client. Je trouve qu'en 2026, c'est rendu facile de botcher un service client. Je trouve que c'est une formation qui devrait être accessible à pas mal tout le monde de savoir bien servir la clientèle. Parce que moi, présentement, je fais un cours en vente qui est beaucoup axé sur le service à la clientèle, je dirais. Plus service à la clientèle que vente. Puis quelques petits acquis autres, là, genre, j'avais un cours ça va bien si j'oublie le nom. Un cours un peu de calcul, là, gestion de caisse, puis un cours d'approvisionnement, fait que faire des commandes, faire des transferts, faire des inventaires, des affaires de même. Toutes des affaires, mettons, que moi j'ai faites par avant dans mes expériences de restauration où j'ai fait un peu d'administration et tout ça. Mais c'est une bonne chose, ça, faut que j'en parle. Parenthèse, ok, là je sais qu'on était parti sur le service client, je fais une mini parenthèse. Moi, je me suis inscrit dans un DEP sans savoir c'était quoi un DEP. Moi, j'ai à 16 ans, quand au secondaire, il y a une journée où tu fais soit une visite d'un cégep ou d'un centre de formation pour adultes. Moi, je choisis cégep. Donc, j'avais la vision d'un cégep, j'ai été au cégep, finalement, pas aimé ça, j'arrête d'aller à l'école. Finalement, je me réinscris à l'école, je me réinscris dans un DEP parce que je vois que c'est à peu près comme le cours que moi j'ai choisi, c'est 9 mois. C'est important de savoir c'est quoi un DEP, je pense, avant d'y aller. Parce que je pense qu'il y a deux types de personnes qui vont dans des DEP. Ouais. Tu as des gens qui vont chercher un cours pratique ou un cours manuel ou quelque chose comme ça. L'obtention d'une spécialisation, quelque chose comme ça, parce que c'est essentiel à leur métier ou c'est essentiel à leurs aspirations. Puis, tu as les cours, je dirais plus comme des cours d'intégration un peu. Tu sais pas trop quoi faire, tu cherches une porte d'entrée accessible au milieu du travail. Il y a certains cours, je pense que c'est un peu plus ça. Secrétariat, vente conseil, vente voyage. Tout ce qui est un peu plus administratif, ça va être comme c'est une entrée dans le milieu du travail. Tu vas rentrer conseiller en vente, tu vas rentrer adjoint administratif, secrétaire, peu importe. Tu vas rentrer dans des rôles un peu plus essentiels, mais de base dans une entreprise. Versus si tu vas à l'université, tu vas rentrer direct avec un poste plus haut, chargé de projet, gestionnaire, peu importe le domaine, tu sais. Puis moi, je savais pas que c'était ça. Puis, je me suis rendu compte rapidement que j'avais déjà les acquis nécessaires du cours, ce qui fait que je suis tombé un peu dans une sorte d'ennui intellectuel. Ce qui a poussé quand même à l'apparition du projet du podcast, tu sais. Fait que c'est pas une mauvaise chose quand même. Tu sais, ça serait peut-être pas arrivé si j'avais été à l'université ou quelque chose d'autre. Bref, je savais pas c'était quoi un DEP. Mais c'est une formation dans laquelle nous, on voit service client et tout ça, des affaires de base, là, genre la personne elle rentre, tu lui dis bonjour, tu souris, puis
poses des questions ouvertes, là, en tout cas, la grosse base ou le gros bon sens normal, d'avoir une conversation. Mais je me rends compte qu'en 2026, c'est pas acquis pour tout le monde. Tu vois, parce que j'ai fait plusieurs boutiques pour acheter mes lunettes de soleil, puis j'étais pas dans un état d'esprit où j'avais envie de vivre ces situations malaisantes. C'est curieux, là, mais je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui aiment vivre des malaises constamment dans la vie de tous les jours. Puis quand tu es en contrôle de tes actions, puis que tu as la chance de pas nécessairement vivre ça, eh ben, prends l'occasion. Évite les malaises, tu sais. Mais là, c'est ça. Là, je voulais m'acheter des lunettes de soleil, j'avais comme pas trop le choix. Puis je savais un peu à quoi m'attendre, tu sais. Tu vas dans un centre d'achat, le magasin de vente au détail, truc de lunettes. J'étais sceptique d'avoir un bon service. Et puis, les sceptiques seront... D'habitude, on dit les sceptiques seront confondus. Je sais plus c'est quoi l'expression, en tout cas. Bref, ben c'est ça. Là, mes appréhensions étaient bonnes parce que, ça, le service n'était pas excellent. Mais c'est ça, j'ai fait plusieurs places. Puis, tu sais, dire bonjour, ça, c'est acquis pour tout le monde. Ça, on va se le donner. Regarde, bon, tout le monde a son étoile dans le cahier. J'ai fait 4 boutiques. Les 4 boutiques que je suis allé, les gens m'ont dit bonjour. J'ai même eu un bonjour aïe. J'étais comme on était à Saint-Bruno. Je veux dire, c'est pas... C'est la fille, sûrement qu'elle arrivait de Montréal, puis là, elle s'est dit, tu sais, je vais aller m'installer en banlieue. Pas de bonjour aïe ici. C'est la première fois que je recevais un bonjour aïe depuis que j'habite sur la Rive-Sud. En 3 ans. Fait que, spécial. En tant que conseiller vendeur, c'est important de pas avoir l'air d'un genre de requin ou d'une rapace, là, ou d'une mouette. Là. Ouais, mouette, c'est le bon exemple. Tu sais, mettons, tout le monde a déjà vécu la situation de t'es dans un parking de fast-food l'été. T'as pas d'air clim dans ton char parce que t'as un vieux char. Fait que, mettons, ok, je m'adresse aux jeunes personnes, là, surtout. Puis, là, tu manges les fenêtres baissées, puis tu te rends compte à un moment donné qu'il y a comme 16 mouettes autour de ton char. Puis la seconde que t'échappes une graine de sésame de ton pain burger, puis qu'elle rebondit, puis qu'elle tombe à terre, il y a un mosh pit là, de mouettes là, pour ramasser ta miette. C'est un peu de même que je me sentais quand je rentrais dans les commerces parce que les conseillers vendeurs, ils parlent pas, mais ils restent à côté de toi. Personnellement, je te connais pas. T'es à 2 pouces de moi. Je sais que t'as pas envie de lancer une conversation. Tu sais, je ressens ces affaires-là. Tu sais. Je vais pas dire que je suis un gourou ou rien, là, mais genre, je suis capable de comprendre quand quelqu'un, il sait qu'il doit me parler, mais que ça ne tente pas. Puis là, il collait à côté de moi, puis on dirait qu'il attend comme un... Tu sais, que je lance une perche un peu, genre, ah oui, celles-là, elles sont très intéressantes. Les avez-vous en bleu? Puis là, la personne, elle va embarquer dans l'action, mais sinon, elle reste à côté puis elle dit rien. Ça arrive quand même souvent. Puis, ça gâche l'expérience de magasinage d'une certaine façon. Là. Parce que c'est comme une pression malsaine qui fait que moi, j'ai comme plus envie de m'en aller que... Parce que, tu sais, j'ai envie de sortir de la situation malaisante. Versus si tu me mets à l'aise dès le début, hey, qu'est-ce qu'on cherchait aujourd'hui? Question ouverte. Tu sais, tu peux pas dire non. Hein. Tu peux pas revirer la personne de bord. Tu pas le choix de dire, je viens chercher des lunettes. OK. Tu sais, quelle paire de lunettes? Ah ben, tu sais, des lunettes plus lunettes de soleil, mettons, pour plus de tous les jours, là. Ah, OK, ben, c'est mon rayon de tous les jours, OK. S'il y a un style que vous connaissez, avez-vous un modèle? Tu sais, qu'est-ce qui fait que vous êtes rentré dans la boutique? Ah, ben, tu sais, vous êtes une des seules boutiques qui vendent des lunettes dans le quartier. OK. Mais là, après ça, tu poses des questions et tout, là, tu comprends le concept, là, mais plus tu fais parler le client, mais plus il te donne les réponses, genre. Mais il faut que tu y parles. Si tu y parles pas, tu restes à côté, tu feras jamais de vente, là. Bref, c'est ça. Fait que là, j'ai fait comme une coupe de place. Puis, il y a un autre côté dans le service client qui est quand même... Yesh, ça, c'est pas tout le monde qui l'a, là. Ben, en fait, peu de gens l'ont. La volonté d'être là. Tu sais, je suis allé à un autre magasin, j'ai essayé une paire de lunettes. Ah, je la trouve quand même nice. Après comme 72 paires de lunettes. Parce qu'il faut savoir, moi, quand j'essaie des lunettes, j'ai quand même une petite tête. J'ai remarqué ça l'autre fois au gym. J'étais genre assis entre deux sets. Puis tu sais, des fois tu pognes un fixe. Des fois, tu écoutes ta musique. Des fois, tu regardes l'horloge. Et des fois, tu dissocies un peu, puis là, tu regardes les gens autour. Tu sais.
Puis tu sais, à l'heure où j'allais au gym, genre, mettons, si tu vas au gym à 4 heures, dans la section, genre, où il y a les dumbbells, beaucoup de garçons mi-vingtaine, tu sais. On est une gang. Puis j'ai remarqué que j'ai une très petite tête. Ben, genre, ma tête est fit avec mon corps, tu sais, c'est correct, ça. Tu sais, j'ai pas genre une mini tête comparée à mon corps, là. Fait que, tu sais, ça va. Mettons, si je me regarde devant le miroir. Oh, excusez-moi, j'ai accroché mon micro. Pardonnez pour ce son désagréable. C'est ça. Fait que ma tête est correcte pour mon corps. Mais mettons, si je regarde comparé aux autres, je suis comme, man, j'ai quand même une petite tête, là. Genre, je me souviens que quand j'étais plus jeune, ma soeur achetait des casquettes que je trouvais cool. Casquette unisexe, là, mais ça aurait rien changé, même si c'était une casquette très assumée de femme. Mais non, elle achetait des casquettes, je les trouvais vraiment nice, puis il me faisait. Puis elle est plus petite que moi, puis elle a une plus petite tête que moi. Fait que j'étais comme, ouais, j'ai vraiment une petite tête, là. Puis elle achetait ses casquettes dans la section pour enfants, me semble. En tout cas. Truc que j'ai gardé, par exemple. Hein. Moi, ça dépend où, là. Mais pendant un bout, j'ai acheté des casquettes pour adultes. Ben, ouais. Puis souvent, c'est des one size fits all. Puis je me rendais compte que j'ai comme un lousse là, au niveau des tempes. Là, puis la casquette est beaucoup trop grosse pour ma tête. Là. Genre, il rentre 2 personnes là, dans ma casquette. Fait que j'ai gardé ce truc-là. Tout ça pour dire, ouais, j'ai une petite tête. Puis comparé aux autres. Fait que, ah oui, c'est ça. Ok, c'est bon, je m'en souviens. PO, ça va bien aller. Reste dans le bateau, on avance. Ouais, c'est ça. J'ai une petite tête. Fait que trouver des lunettes qui me font bien, c'est difficile. Parce que des lunettes pour enfants, tu sais, j'ai pas envie d'avoir des lunettes avec des licornes dessus. Tu sais, j'ai envie de paraître genre mature, un peu old money et tout. Fait que les licornes, ça fait un peu moins avec mes outfits. Fait que ça, j'ai enlevé j'ai rayé cette option-là. Fait que souvent, quand j'essaie des lunettes, soit on dirait que j'ai un windshield d'en face, littéralement. Genre, on dirait que j'ai été chez Fenplace, j'ai fait, ah, regarde, je vais vous prendre 8 par 16, collez ça moi d'en face. Collez-moi ça d'en face, voyons. Puis, ça le fait. Ou j'ai l'air d'une mouche, genre. Surtout ces lunettes comme noires teintées, mettons. Là, j'ai vraiment l'air d'une mouche. J'ai l'air d'une mouche ou d'un aveugle ou d'un touriste. J'ai l'air de tout ça en même temps. Puis c'est tout ce que je veux pas avoir de l'air, là. Tu sais, je veux pas avoir l'air touriste quand, genre, je prends du soleil, là. En tout cas. Fait que là, je trouve finalement, c'est ça. Je trouve finalement une paire de lunettes qui me va bien. Puis là, je dis à la préposée, est-ce que vous en avez en stock? Elle me dit non, mais je peux te vendre le démo. Je suis comme, je veux pas le démo, là. Je veux dire, tout le monde l'a touché avec ses vieux doigts gras, là. Tout le monde en revenait de. Les gens ont sûrement, genre, tâté des frites avant ça, puis après ça, ils ont été essayer des lunettes, là. Activité typique d'un mardi, vous me direz. Fait que je veux pas le démo, tu sais. Là, je demande est-ce que c'est possible d'en commander. Tu sais, d'un autre magasin, tout ça, tu sais, de vous faire comme un échange ou quoi. Puis elle a dit, ah, non. Puis je suis comme, mais pourtant, j'achète souvent des produits chez vous, là. Puis d'habitude, tu sais, ils sont capables de le faire, là. C'est un magasin de sport assez gros au Québec. On les surnomme les experts, tu sais. En tout cas, vous savez de qui je parle. Puis là, elle me dit que c'est pas possible. Puis là, j'étais comme, ben là, t'as pas un collègue qui peut t'aider ou quelque chose. En tout cas, elle a fini par checker dans son ordi. Elle fait, ah, j'ai pas les infos, là, c'est pas accessible. Puis bon, je vous l'ai dit, ça me tentait pas d'avoir des interactions malaisantes. Puis là, j'étais comme saturé, là, de. Ma batterie sociale était comme un peu vide. Fait que j'ai arrêté ça là. Puis je suis retourné au premier magasin que j'ai été. Puis là, je les ai trouvés. Les mêmes lunettes. Puis c'était drôle parce que quand je suis rentré, j'ai vu l'espoir dans les yeux de la vendeuse, tu sais, qui avait fait aucun effort à ma première visite il y a 30 minutes de ça. Puis là, j'arrive et comme, ah, t'es revenu pour les lunettes? Je suis comme, of course, c'est un magasin de lunettes. Genre, tu penses que je suis revenu pour quoi? Les casses de bain? Non. Puis là, elle se souvenait que j'avais essayé ce modèle-là dans son magasin. Moi, je m'en souvenais pas. J'ai essayé genre 45 paires de lunettes. Je m'en souviens pas, là, lesquelles j'ai essayé, lesquelles j'ai pas essayé. Fait que c'est ça. Finalement, je les ai pris chez Oakley. Tout ça pour dire que si ça avait été un podcast vidéo, vous auriez pu voir mes magnifiques lunettes. Donc, pour ça, il faut s'abonner à mon compte YouTube. Si vous vous abonnez à mon compte YouTube et que je dépasse les 50 abonnés, on va finalement pouvoir faire des lives sur YouTube. Ça veut dire que je vais me filmer en live sur YouTube pendant que je fais le podcast. Je vais interagir avec vous un peu au début. Si vous êtes là, si les 50 personnes sont disponibles
au moment où j'enregistre ça. Puis peut-être qu'il va y avoir des petits inédits. Là. Tu sais, moi, je filme dans mon bureau, puis il y a la litière de mon chat qui est là. Fait que ça se peut que, je sais pas, là, vous assistez à mon chat qui chie en arrière. Hey, asti, je viens de dire à quel point j'avais les acquis nécessaires pour faire le cours de vente. Puis là, j'essaie de vous vendre un abonnement gratuit à mon compte YouTube en vous disant que le bénéfice de ça, c'est voir mon chat peut-être chier à un moment donné. En tout cas, est-ce que je suis trop prétentieux? Peut-être. C'est peut-être ça le problème. Aujourd'hui, j'avais envie de parler un peu de films. Je pense que les films, c'est peut-être... Je sais pas si c'est de plus en plus ou de moins en moins populaire. Parce que tu sais, avec l'arrivée, mettons, de TikTok et tout ça, c'est plus... Ça sécrète plus de dopamine. Checker des montages, des edits, comme on dit, d'un film que t'aimes. Même sur TikTok, il y a des films complets en bloc de 6 minutes avec une game de Subway Surfer en haut, puis la bourse esti en bas. Puis je le sais parce que j'en ai déjà écouté. Malheureusement, oui. Regarde, faut bien s'occuper quand on est aux toilettes. Tout ça pour dire, j'ai l'impression que je sais pas si les films, c'est encore un art qui se consomme beaucoup ou si on est en train de le perdre. Un peu comme la télé traditionnelle, tu sais. On regarde tout le temps la télé traditionnelle parce que c'est pas assez captivant. Puis, il n'y a pas une game de Subway Surfer en dessous, tu sais. Bref. Donc, c'est ça. Moi, j'aime quand même beaucoup les films. Euh, puis, je considère même pas que je suis quelqu'un qui en regarde tant que ça. Je pense que j'aimerais regarder plus que ça. Parce que, mettons, je regarde mon temps d'écran des fois dans une semaine, puis je me dis que tout le temps que j'ai passé sur TikTok inutilement, j'aurais pu le passer à regarder des films, tu sais. Parce que toutes sortes, ce qui est le fun d'un film, c'est que c'est une histoire que tu peux regarder. Là, je sais pas à qui j'essaie d'expliquer c'est quoi un film, là, en tout cas. Si les gens se sont abonnés à ma page YouTube, si les gens écoutent mon podcast sur Spotify, les gens savent c'est quoi un film. Je sais pas pourquoi je vous explique c'est quoi un film, en tout cas. Puis, ce que j'aime, c'est les différents types de films. Tu peux écouter des films dramatiques. Tu peux écouter un film qui va te faire pleurer, qui va te remettre en question, qui va te rendre compte que la vie tient pas à grand-chose, que la vie peut être misérable, donc la tienne n'est pas si pire que ça. Tu peux écouter des films drôles, parce que c'est tellement le fun d'écouter. Rire, c'est la plus belle affaire au monde. Je veux dire, une journée sans rire, c'est une journée de perdu. Hein? Ça, c'est dit. C'est pourquoi c'est mon mantra un peu dans la vie, faire rire les gens. Parce que je veux que les gens profitent de cette émotion-là qui est si cool. T'sais. C'est mon objectif. Tu peux écouter des films drôles, c'est ça. Tu peux écouter des films basés sur des faits vécus. Ça, longtemps, je tripais pas tant. J'étais comme... Le seul aspect cool, c'est que tu l'écoutes, puis à la fin, t'as comme l'image de la vraie personne. Là, tu peux comparer entre l'acteur puis la vraie personne, puis t'es comme... Mais c'est qu'on nous vend du rêve, le cinéma, parce que l'acteur est toujours plus beau que la vraie personne. Mais c'est parce que les gens n'iraient pas le voir si les acteurs étaient laids, en tout cas. C'est un autre débat. Donc, c'est ça. J'ai pris une petite liste de films. Au début, j'étais comme, je fais-tu genre mon top 5? Je fais-tu un palmarès de films à écouter avant tel âge? Je fais-tu genre par catégorie de films? En tout cas, je pense que tout le monde comprend que je me pose beaucoup de questions. Ça, c'est dit. Fait que finalement, je pense que j'ai juste... Quand j'ai pensé à l'épisode, j'ai pensé à ces films-là. Fait que c'est venu naturellement. Fait que c'est de ces films-là que je parle. Pas parce que c'est mes préférés. Ben, tu sais, c'est sûr que si j'y ai pensé en premier, c'est sûr que c'est quand même des films qui m'ont marqué ou que tu sais, qui m'ont assez marqué pour que je m'en souvienne puis que c'est les premiers que je pense puis que j'ai pas à réfléchir. Donc, c'est ça. Fait que j'ai... Ouais, ok, super, on va. Spoiler alert sur tous les films, en fait, là. Fait que ça se peut que je parle des fois de des bouts que ça gâche un peu le punch si t'as pas vu le film. Donc, c'est ça. Écoutez l'épisode.
si jamais je commence à parler d'un film, vous l'avez pas vu, vous avez vraiment envie d'écouter ce film-là, arrêtez l'épisode, écoutez le film, écoutez ce que je dis sur le film, puis dites-vous, il dit donc bien de la merde aussi sur tous les films. Puis sinon, si vous n'avez pas envie d'écouter le film, ben écoutez le podcast. Comme ça, vous allez sauver du temps. Donc, le premier film que je voulais parler, c'est Le Chevalier Noir, The Dark Knight. C'est un film, dans le fond, c'est Batman. C'est un film de Christopher Nolan, sorti en 2008. Je suis plus sûr de la date. Je vous dis ça tout de suite. 2008, ouais. Puis, c'est dans la série Batman, OK? Dans la série The Dark Knight. Ils en ont fait plusieurs, là. Il y a eu aussi Dark Knight Rise, puis Begin, en tout cas. Il y en a eu plusieurs. Puis celui-là, il est connu un peu comme le grand album des films Batman. C'est un des films mettant en vedette aussi le Joker, qui est joué par Heath Ledger, qui est Feu Heath Ledger, qui est, selon moi, c'est une des meilleures interprétations de tous les temps. Là. C'est sûr que j'ai pas un répertoire de films énorme non plus. Fait que ça se peut que ça biaise un peu mon jugement. Mais c'est ça, je trouve que c'est un bon film qui mêle plusieurs éléments. C'est un fan, tu sais, je suis aucunement un fan de films de super-héros. J'en ai, tu sais, Marvel, j'ai pas écouté, Avengers, j'ai pas écouté. Même les autres Batman, je pense que je les ai commencés puis j'ai jamais fini. C'est le seul film que j'ai commencé puis que j'ai fini, puis que j'ai réécouté plusieurs fois. Moi, je suis le genre de personne qui réécoute souvent les mêmes films par peur d'être déçu d'un nouveau film. Je préfère le réconfort d'écouter un film que je connais déjà. Parce que je sais que je serais pas déçu, tu sais. J'aurais pas comme perdu mon temps, mettons. Mais j'essaie de devenir un peu plus épicurien, parce que là, j'ai l'air straight encore lisse, là, dit de même, là. Mais non, c'est ça, j'essaie d'écouter des nouveaux films, parce que si j'aurais écouté les 8 mêmes films toute ma vie, je vais être rendu un peu zélé, là, rendu à 90. Donc, c'est ça. Puis, je sais pas si je dis Le Chevalier Noir ou The Dark Knight tout le temps que j'en parle. Mais c'est un film qui, pour les fans de films d'action de super-héros, t'as des très bonnes scènes de combat et tout ça, tu sais. Des scènes avec la Batmobile, des scènes avec la motomobile, la Batmoto, Bat-Tout. Il utilise tous ces Bat-Gadgets. Tu sais, il y a des bonnes scènes d'action. Après ça, t'as la construction un peu de l'intrigue, tu sais. Gotham City, tu sais, qui est la ville fictive dans laquelle Batman œuvre, est sous le contrôle de crime organisé. Tu sais. Ça, c'est le problème depuis tout le temps. Ça aurait pu ne pas être une ville fictive, parce que ça, j'ai l'impression que c'est un peu ça partout. Puis là, c'est comme si les différents crimes organisés, tu sais, la mafia, les genres de motards, les gangs de rue, les gars en saute puis les gars avec des côtes de cuir. Tu sais, c'est pas mal les deux clans, mettons, si on veut résumer dans le film. Là, ils ont comme une compétition un peu dans le crime et tout ça, et c'est le Joker. Qui a pas d'antécédent dans ce film-là. On sait pas c'est qui. Réellement, tu sais, en tout son maquillage et tout ça. On sait pas d'où il vient. Il s'arme toujours d'une équipe de gens qui prend d'Arkham City, qui est l'hôpital psychiatrique, genre. Fait que tu sais, ces hommes de main, c'est toujours des gens dérangés qui savent pas pourquoi ils font ça. Fait que tu sais, ils sont comme faciles à manipuler puis tout ça. Puis je trouve que c'est aussi un peu c'est un film d'action, mais c'est aussi un drame parce que le personnage de Batman, qui est aussi Bruce Wayne, tu sais, l'homme d'affaires très riche, tu sais, entre ces deux personnages-là, ils ont un peu le même but, tu sais, ils ont un peu la même quête, tu sais. Puis, cette quête-là est bloquée par le Joker. Parce que d'habitude, ses adversaires finissent par être contrôlables d'une certaine façon. Ils réussissent à les maîtriser. Puis le Joker, il veut rien, tu sais. Il n'y a pas de faiblesse d'une certaine façon parce qu'il y a rien qui veut que Batman a, à part genre enlève ton calice de masque, là. Mais ça, tu sais, je pense que c'est ce que tout le monde voulait un peu tout le temps.
Mais ouais, c'est ça. Tu sais, le Joker, il veut connaître l'identité de Batman. Il veut que Batman se découvre un peu, là, se révèle à la ville. Puis tout le monde sache enfin c'est qui est le Batman. Puis c'est ça, il y a beaucoup de... C'est un film que j'ai écouté quand même jeune. Je ne sais pas c'est quand la première fois que j'ai écouté ça. Mais mettons, avant 15 ans, mettons, à peu près, dans ces âges-là. Puis ce que j'ai aimé du film avec le temps, c'est que, tu sais, c'est pas un film qui finit bien. Le gentil, il gagne pas. Il gagne pas vraiment, tu sais, parce que le Joker, il sème le chaos tout le temps, puis c'est ça va pas très bien pour Batman. Ça fait longtemps que je l'ai pas écouté, ok? Fait que ça se peut que les détails soient pas tous là. Je suis désolé. Mais c'est ça que j'ai aimé avec le temps, c'est que la plupart des films, je trouve que souvent, tu sais, le gentil gagne. Puis là, ça finit, puis les morales sont souvent associées à ça. Tu sais, la persévérance, le sous-estimer. Tu sais, avec la volonté, on peut réussir tout ce qu'on veut. Tu sais, c'est très la mentalité américaine, tu sais, le rêve américain. On peut tout accomplir. Tu sais, parce que ça part de ça, le rêve américain, parce que ben, tu sais, ils se sont comme détachés. C'est une colonie qui a pris possession de son propre territoire, tu sais, qui s'est révoltée contre la couronne puis qui a gagné. Fait que tu sais, c'est un peu ça, c'est ce désir de vaincre malgré le fait qu'on est sous-estimé. Puis dans ce film-là, c'est pas ça qui arrive. Parce que, oui, le personnage principal, c'est Batman. Mais dans ce film-là, il y a un procureur qui s'appelle Harvey Dent, qui est aussi un homme politique important de la ville, tu sais, peut devenir le futur maire. Tout ça, c'est une figure importante de la ville. Puis c'est comme tu sais, on l'appelle le chevalier blanc. C'est comme le justicier pas masqué un peu, parce que tu sais, c'est lui qui, c'est un procureur là, fait que ben, il défend tous les procès contre le crime organisé puis tout ça, puis il garde la ville safe, tu sais. Puis les gens aiment plus, les citoyens aiment plus lui que Batman, parce que Batman veut pas, il, il combat le mal avec la violence, tu sais, puis tout ça. L'autre, il est plus civilisé. Puis vient un moment dans le film où, tu sais, là est la beauté, je dirais, du Joker, c'est que, tu sais, il veut détruire tout ça un peu. Puis il réussit dans une scène où il attache, ben, tu sais, il commence à comprendre un peu Batman, les faiblesses de Batman, tu sais. Enlève ton masque, puis son ancien amour et la protection de Harvey Dent, tu sais. Parce que Batman, il sait que l'avenir de la ville, c'est Harvey Dent. Fait que, tu sais, d'une certaine façon, il essaie de le protéger. Tu sais, il le met de l'avant. Quand il est en Bruce Wayne, ben, tu sais, il fait des efforts pour que Harvey Dent ait ce qu'il faut pour s'émanciper, tu sais, puis devenir le vrai le justicier de la ville. Il y a un moment dans le film où le Joker kidnappe l'ex de Batman et le procureur. Il les sépare, ils sont attachés à des bidons de gaz, tout ça, puis là, il y a des timers, puis c'est genre, sauve un ou l'autre, t'sais. Fait que là, il va sauver la fille, parce que, comme n'importe quel gars, là, je veux dire, je pense que l'amour prône toujours au-devant des ambitions politiques, en tout cas. Je sais pas où je m'en allais avec ça. Fait que là, il choisit la fille, puis l'explosion arrive. Le procureur, il y a une explosion, il saute. Mais bizarrement, ça, man, je voudrais parler avec un scientifique qui m'explique ça, là. Il y a juste comme sa moitié de face, la moitié de son corps qui a brûlé. Qui devient, après ça, dans d'autres séries de... tu sais, c'est un peu comme le backstory un peu du personnage, mais dans d'autres éditions de Batman, ça devient pile ou face, tu sais. Parce qu'il fait toujours pile ou face, c'est le procureur. Mais tu sais, ce qu'on apprend, c'est que sa pièce est truquée, tu sais, puis c'est toujours qu'est-ce qu'il veut. Fait que il dit pile ou face, je les envoie tous en prison, ou sinon je perds. Puis là, il le fait, puis tu te rends compte que c'était deux faces de chaque côté. Puis là, il est brûlé de la moitié de la face. Et c'est là que vient une quote intéressante, parce que là, lui, il va sur le top, là, comme on dit. Là, il devient un peu capote. Puis
il veut tuer tout le monde qui aurait de l'information sur qui a tué sa femme, parce que c'est lui qui sort avec l'ex de Batman. Triangle amoureux, comme dans tous les films, obligé, triangle amoureux. Puis c'est ça, fait qu'il vire un peu capote, puis là, il veut tuer tout le monde. Puis là vient la quote de c'est soit tu meurs en héros, ou soit tu vis assez longtemps pour passer du mauvais côté. Ça m'a marqué, ça, quand même, comme phrase. Puis là, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, bon, OK, moi, est-ce que je vais mourir en héros ou je vais survivre, je vais vivre assez longtemps pour passer du côté obscur? À voir. Pour l'instant, ça va. Je fais un podcast, je parle de films, je parle de service clientèle. Je pense que ça va. Fait que, tu sais, le film tourne un peu autour du drame, du négatif, tu sais, puis c'est un personnage qui est, le Joker, je parle, qui est très provocateur. Tu sais, à un moment, il finit par se faire arrêter, puis il va finir par s'échapper, là, mais il se fait arrêter, puis là, il est en cellule d'interrogatoire, puis le policier qui est là, il doit le surveiller, puis là, le Joker, il dit... tu sais, on dit souvent que c'est dans les derniers moments de vie que la vraie personnalité d'une personne se révèle. Fait qu'il dit d'une certaine façon, j'ai connu mieux que toi tous tes amis, parce que le Joker a tué plein d'autres policiers. Tu sais, je trouve que cette phrase-là est provocatrice, tu sais. Hey, j'ai tué tes amis, puis je les connais mieux que toi. Je trouve qu'il y a de quoi d'envahisseur, puis il vient te chercher, puis il est arrogant comme personnage. Fait que c'est un film que j'ai aimé parce que j'ai aimé décortiquer ce personnage-là. J'ai aimé le négatif qu'il m'apportait, d'une certaine façon. Tu sais, tu finis le film, puis t'as pas un sentiment d'avoir réussi. Tu sais, souvent, quand t'écoutes un film, tu t'attaches au personnage principal, là, lui, il réussit, fait que là, t'as l'impression que t'as réussi aussi. Ce qui n'arrive pas. Donc, c'est ça. Si j'ai un peu résumé, Chevalier Noir. Après ça, je change complètement de type de film. J'ai choisi Pee-wee 3D. Puis ça, man, ça, je pourrais... pourquoi t'as inclus le type de qualité visuelle dans le titre? J'ai l'impression... Tu sais, c'est un coup marketing, là, parce qu'au début, le film est sorti, il était en 3D, puis quand c'est sorti, je devais avoir genre 10-11 ans. Puis c'était bien populaire, le 3D, tu sais. Il n'y avait pas un petit film qui était pas 3D. Fait que pourquoi tu le mets dans ton titre, tu sais? C'est un film québécois qui met en œuvre un personnage principal qui est un petit gars que il jouait au hockey, puis c'est sa mère qui a tout montré. Puis là, ben, sa mère est décédée. Fait que là, son père, il déménage, il change de ville, puis il revient à nouveau. Puis il y a un côté dramatique là, dans le personnage du père, là, parce qu'il est très... il est absent parce qu'il travaille beaucoup. Fait qu'il connaît pas tant son gars. Il comprend pas son gars. Puis au début, il essaye pas tant de le comprendre, tu sais. C'est comme s'il essayait de cacher ses bobos avec d'autres choses. Tu sais, quand il déménage, c'est comme, hey, il fait visiter la maison, tu sais, qui arrive. Il arrive à Saint-Hilaire. Qui, moi, quand j'étais jeune, Saint-Hilaire, c'était très loin pour moi. Là, je l'ai monté, genre, une bonne 60aine de fois dans ma vie, puis c'est une vraie butte de roche, là, en tout cas. Pour vrai, c'est quasiment asphalté, là, les sentiers, là. Je vous invite à aller monter Saint-Hilaire une fois dans votre vie. C'est très facile. Ça se fait de reculons, ça se fait sous, ça se fait le soir, le jour, le matin. Tu peux même monter par les barreaux de roche si tu veux. Je l'ai fait une couple de fois. Ça spice un peu les choses. Hein. Il y a le côté un peu danger de mort, mais c'est le fun. Tout ça pour dire que le père, c'est ça. C'est un personnage qui est en grande dépression parce que sa femme est décédée. Et là, il faut qu'il s'occupe de son gars. Puis, il n'a pas les outils pour le faire. T'sais. Là, son gars finit par rejouer au hockey. C'est le personnage principal. Parce qu'il rencontre la petite voisine qui est la goaleuse de l'équipe. Puis là, elle est comme, hey man, il est tellement bon, ça me prend dans l'équipe. Fait qu'il se fait traîner un peu par ce personnage-là trop enthousiaste. Puis le père, il suit pas, tu sais. Première scène où il s'en va à la pratique de son gars. Il ouvre la porte de l'aréna, puis juste le son, tu sais, de l'aréna, puis l'ambiance, tout ça, ça y rappelle juste sa femme. Fait que ça y rappelle que du négatif. Puis il est pas capable de dealer avec ça. Fait qu'il continue de travailler, puis il oublie un peu son cas. T'sais. Puis le gars, c'est un peu difficile parce que ça, je pense que c'est quand même réaliste, mais tu sais, n'importe où tu arrives où tu es nouveau, tu sais, de l'intégration à faire. Mais quand tu es jeune, surtout au secondaire, moi, je l'ai pas vécu. Tu sais, je prends l'exemple du film, s'intégrer au secondaire, plus difficile. Parce que au secondaire, tu es à un moment où
t'as pas beaucoup d'estime de soi. Parce que tu te connais pas, tu sais. Puis t'as beaucoup de changements hormonaux and shit, là. Puis, fait que souvent, tu sais, pour te sentir plus fort, ben, tu vas rabaisser des gens. Puis c'est un peu ça qui arrive dans le film, là. Tu sais, le personnage principal, il est victime d'intimidation par le meilleur joueur de l'équipe. Puis là, ça devient un peu le scénario typique où là, t'as le nouveau qui est comme aussi bon que lui, / meilleur. Puis là, l'autre, il est comme la petite vedette de l'équipe, mais il est comme je me laisserais pas impressionner. Puis là, il vient une compétition malsaine entre les deux qui vient au point où, tu sais, ils se font des jambettes un peu, mais tu sais, le cool kid, là, le capitaine de l'équipe, là, Joey, qui intimide Jeannot, qui est le personnage principal, tu sais, il est baveux, puis c'est comme si lui, il voulait pas que l'autre intègre l'équipe parce qu'il est en train de perdre son spotlight, tu sais. Puis ça vient un autre layer du film qui est Joey et son père. Son père, typique père de hockey qui vit son rêve à travers son fils. Tu sais, il a été repêché dans la Ligue nationale, mais il n'a jamais joué parce qu'il était pas assez bon. Puis là, il met toute la pression sur son gars, tu sais. Genre, il cache à sa femme qu'il inscrit son gars à des camps de hockey. Il l'appelle sur l'heure du lunch. Là, hey, c'est ton équipe, là, tu sais, oublie pas, c'est toi le leader. Fait qu'il faut que tu prennes le contrôle. Blablabla. À un moment donné, il fait un deal avec, tu sais, il paye. Je me souviens plus c'est combien, mais il paye à chaque fois qu'il score. Fait que là, tu sais, le jeune veut pas, il est attiré vers l'argent. Puis là, il se met ben, à jouer un peu moins. Tu sais, il devient très individualiste, d'une certaine façon. Parce qu'il a peur de perdre ce que son père le menace de perdre. Tu sais, son père est manipulateur aussi, là, d'une certaine façon. Là. Pour pouvoir vivre son rêve, il manipule son gars. Puis ça vient à un moment où je pense que Joey et Jeannot, c'est deux personnages qui ont beaucoup de traumas psychologiques, tu sais, pour différentes raisons. Mais au fond, ils se ressemblent quand même. Mais à ce moment-là du film, ils se comprennent pas, tu sais. Bien même, là, tu sais, c'est comme... l'enjeu un peu du film, c'est le tournoi Pee-Wee de Québec. Puis moi, je trouvais ça nice parce qu'à ce moment-là où j'ai écouté le film, je pense que j'étais à tombe, j'étais pas encore Pee-Wee. En tout cas, j'étais proche d'être Pee-Wee. Fait que, on dirait que je pensais que c'était accessible pour moi d'aller faire le tournoi Pee-Wee de Québec. Puis après ça, j'ai compris que c'était juste pour genre les bonnes équipes ou les équipes qui ont beaucoup de budget puis qui sont prêtes à payer pour aller passer une semaine à Québec. Fait que là, moi, je trouvais ça nice parce que j'écoutais ça en me disant comme, hey, dans 2-3 ans, tu sais, c'est peut-être moi qui va faire le tournoi Pee-Wee de Québec. Puis là, c'est ça. Là, c'est comme les gros matchs de qualification. Puis Joey, pour pas perdre sa place, pour pas perdre sa fierté, pour pas perdre la confiance que son père met en lui, ben sa confiance, tu sais. La pression qu'il met, il se met à agir vraiment de la mauvaise façon, tu sais. Il met des gars de son équipe de son bord pour intimider Jeannot, tu sais, pour que lui, il paraisse mieux que Jeannot. Même dans un match, à un moment donné, il parle d'une blessure que lui-même il a donnée à Jeannot. Il dit à l'autre équipe, hey, Bolduc, numéro 9, mal à la cheville gauche. Je me souviens de toutes les répliques de ce film-là, je l'ai tellement écouté, je le connais par cœur. Puis là, il dit ça, puis là, comme de fait, ben là, l'autre équipe, ben, il se met à slasher tout le temps Jeannot. Puis là, il a mal. Puis là, lui, il apprend ça, Jeannot. Puis à ce moment-là du film, il y a comme un petit turnover un peu, parce que là, dans ce même match-là, je saute des étapes, là. Dans ce match-là, à un moment donné, c'est la prolongation. Puis là, l'équipe qui gagne s'en va à Québec au fameux tournoi Pee-Wee. Puis là, un joueur quelconque est en échappé. Puis là, c'est comme un 2 contre 0. Puis là, Joey arrive, il enlève la puck, puis il la met dans le but. Puis c'est là que tu vois à quel point il y a des gens qui sont fondamentalement affectés par ce désir de vaincre qui les rend individualistes. T'sais. Ça part du père qui met toute la pression sur son gars, qui le paye pour qu'il score des buts. Fait que là, le gars, il subit la pression de son père, puis il veut de l'argent. Fait qu'il se met... C'est le capitaine de l'équipe, là. Il vole la puck à son teammate pour scorer. Genre, il est rendu à ce point-là, obsédé par ses objectifs personnels. Puis là, la merde pogne, là, les parents dans les estrades, ça se bat. Mais on dirait, je trouve que ça a l'air caricaturé, mais c'est pas si pire que ça. Bon, j'en sais pas... C'est quand même réaliste. Pour avoir joué au hockey longtemps, des paires intenses, là, que une petite bière à Actonville un samedi matin, ça crée après les arbitres, ça crée après le coach, peu importe. Il y en a quand même beaucoup. Il
il y a beaucoup plus d'enfants qui subissent trop de pression de leurs parents à travers le sport qu'on pense. T'sais, ils ont même fait des publicités. Le gouvernement du Québec a fait des publicités justement là-dessus que hey, c'est juste un sport, c'est laissé tranquille, même envers les arbitres. Donc, c'est quand même quelque chose de reconnu un peu dans le monde du sport au Québec. Puis je suis sûr que c'est le même ailleurs aussi. Puis vient le moment du tournoi Pee-Wee. Puis les gars sont en pension. Puis là, comme de fait, qu'est-ce que vous pensez qui arrive? Joey et Jeannot sont mis dans la même chambre. Dans le même lit. Fait que là, c'est comme la confrontation ultime. Puis ils finissent par devenir amis. Parce qu'ils ont quand même un objectif commun, tu sais. Les deux aiment le hockey, les deux veulent gagner le tournoi. Parce que ça fait longtemps qu'ils convoitent ça. Et c'est là que le film, je trouve, devient un peu plus beau. Parce qu'ils s'unissent. Puis ils vont finalement gagner le tournoi contre les Russes. On est tellement d'années après la guerre froide. Je trouve que c'était comme... Ça aurait pu être n'importe quelle équipe, mais on dirait que le fait que, en finale, c'est des Québécois contre des Russes, puis là, on les voit comme c'est des gros bonhommes, ils sont tous plus grands, puis c'est comme les meilleurs joueurs du tournoi, puis tout ça. On dirait que je trouve que c'est comme facile d'interpréter en cinéma des Russes comme des méchants. Je trouve ça, c'est peut-être la seule faiblesse du film. Je trouve que, bon, ok, l'archétype du méchant ou de l'équipe imbattable, des gros Russes méchants, ça revient un peu à Miracle on Ice, tu sais. Que si vous savez pas c'est quoi, c'est l'histoire d'une équipe de hockey américaine qui joue contre l'URSS. En tout cas, c'est pas de ça qu'on va parler, là. Sinon, faire trop de parenthèses. Mais c'est ça, tu sais, il y a beaucoup de belles leçons un peu dans ce film-là, tu sais, surtout au public que c'était destiné. Tu sais, ça, je pense que c'est un peu la force du film. Tu sais, c'est pas mal tous âges, mais c'est surtout des jeunes joueurs de hockey qui allaient voir ça. Puis il y avait des belles leçons, tu sais, d'amitié, d'inclusion, de persévérance. Puis ça, c'est un peu tout le contraire du film d'avant. Tu sais, ça, c'est vraiment le personnage qui subit plusieurs embûches, puis qui réussit sa quête, tu sais, ultimement. Il gagne le tournoi Pee-Wee. Puis ça mène à un deuxième film qui est sorti plusieurs années après, qui s'appelle Junior Majeur. Tu sais, Pee-Wee, Junior Majeur, c'est une autre catégorie, qui est encore Jeannot Trudel au centre de l'attention, puis Joey. Mais là, ils sont bien des années plus tard. Ils jouent Junior Majeur, puis tu sais, là, Jeannot, il est comme, c'est encore une petite vedette, mais il est sur le bord d'être repêché dans la Ligue nationale. C'est comme son année de repêchage. Qui subit beaucoup de pression. Tu sais, veut pas. Puis là, tu sais, il est bien focusé sur le hockey, puis en même temps, on voit qu'il est aux études, puis tout ça. Puis Joey, lui, il joue dans la même équipe, mais il y a une petite tendance un peu sur l'alcoolisme, tu sais. Puis là, whoop, le film s'adresse aux mêmes personnes qui ont pas mal écouté le film, le Pee-Wee 3D quand il est sorti, mais rendus à un moment de leur vie qui sont pas mal rendus à la même place, tu sais. Quoique Junior Majeur, c'est sorti, j'étais genre en secondaire 2, 3, là. Fait que ça s'appliquait peut-être pas tant à moi, là. Ça s'adressait à plus vieux, mais moi, je l'écoutais parce que j'avais écouté le premier, fait que j'étais impatient de voir le deuxième. Mais tu sais, les problèmes sont un peu plus actualisés, tu sais. L'alcoolisme chez les jeunes versus le début d'une carrière professionnelle. Tu sais, comment tu te prépares à ça, la pression que tu subis, tout ça. Puis là, ça devient un peu une histoire de triangle amoureux bizarre avec Julie, qui était la gauleuse dans le premier film, qui est rendue genre apprenti journaliste, tout ça. Puis l'histoire est basée sur le fait que les gars s'en vont virer une brosse au bord. Après ça, ils prennent le volant, puis ils ont un accident entre méga grosses parenthèses, là. Des énormes guillemets, parce que dans le fond, Jeannot, il conduit, il check son sel. Après ça, il se lave la tête. La lumière, elle vient de tomber rouge. Il crisse les breaks. Le char fait genre un 180 sur place. Puis il finit dans le banc de neige. La police les voit, les ramène, en tout cas. Fait que après ça, le scandale devient public. Comme quoi, il y a 2 joueurs des Saguenay de Chicoutimi qui se sont fait arrêter pour alcool au volant. Puis là, ça crée une
ce qui se passe à ce moment-là, dans le fond, c'est que Jeannot, qui, qui devient. Il développe un peu la mentalité individualiste que Joey avait dans le premier film, parce que lui, il veut tellement être repêché dans la Ligue nationale, c'est sa quête ultime, qu'il est prêt à tout pour ça, t'sais. Puis, au moment de l'accident, c'est lui qui conduisait. Mais par le temps que la police arrive, il met Joey à sa place, qui était complètement chaumarde, genre inconscient, puis lui, il s'assoit à côté. Fait que là, ce qui sort dans les médias, c'est que c'est lui qui chauffait, t'sais, Joey. Puis là, lui, il s'en souvient pas parce qu'il était blackout. Il l'assume devant les médias, il se fait échanger. Puis là, Jeannot, il vit très mal avec ça parce que lui, au fond de lui, il sait que c'est lui qui chauffait, mais qu'il a trahi son chum en le mettant au volant pour sa réputation à lui. Puis là, il y a comme un combat interne de tu sais, il faudrait que je le dise parce que je vis mal avec ça. Puis je vis mal avec le fait que là, mon ami est rendu dans une autre équipe. Puis en même temps, il y a toute une histoire de triangle amoureux aussi là-dedans, là, avec la goaleuse, là, l'ancienne goaleuse qui est rendue journaliste. Puis c'est ça, fait que là, ça mène à comme une grosse rivalité entre les deux. Puis vient le match en série où les deux équipes s'affrontent, l'équipe de Jeannot, l'équipe de Joey. Joey a fini par apprendre que... En plus, pourquoi vous mettez deux noms en J, là, je veux dire, pour un jeune podcaster qui essaie de faire un résumé de film, là, Jeannot, Joey, c'est mélangeant. T'sais. Ça répète genre Martin puis Paul, là, MP, c'est un peu plus différent. En tout cas, il est trop tard, le film est déjà sorti. C'était ma suggestion. Fait que c'est ça, là, il finit par l'apprendre qu'il l'a trahi puis tout ça, puis là, il arrive en série puis il s'affronte. Et là, vient les meilleures répliques du film, OK? Parce que les gars, ils arrivent au face-off, puis le... Tu sais, au hockey, on dit chirp, là, c'est comme trash talker, en fait. Ils se mettent à se trash talker pendant la game, tu sais. Puis là, il y a des callbacks à Pee-Wee 3D. C'est comme il donne il slash, puis il dit c'est quoi, tu vas me donner un coup d'hache à la cheville? Parce que c'est ce qui est arrivé dans le premier film. Puis au face-off à un moment donné, puis c'était comment baiser ta sœur? Ouais, moins peu qu'être un Soulon. Tu sais, il s'envoie des flèches comme ça, tu sais, parce que à la base, Joey tripait sur Julie, puis Jeannot aussi, mais il a jamais dit. Puis là, ses parents, à Julie puis Jeannot, sont rendus ensemble, ils vont avoir un bébé, mais là, lui, il tripe dessus, finalement, il couche avec. C'est un peu bizarre. Mais tu sais, il joue pour les Saguenayens, fait que c'est correct, il a le droit. C'est accepté. Bref, moi, ce que je tiens à dire, ok, j'ai un petit peu moins parlé du deuxième film. J'ai été vraiment en surface parce que je trouve qu'on s'est perdu un peu du message du premier film. Puis en même temps, tu sais, ça aurait été difficile de faire un copier-coller, tu sais, je veux dire, c'est correct que Jeannot soit pas toujours le underdog. Mais peut-être que j'aurais pris un troisième film, puis je l'aurais mis entre les deux pour qu'il y ait une transition du personnage, tu sais. Là, c'est comme s'il était rendu trop confiant. Sa quête a changé. Là, il est rendu très individualiste, alors qu'avant, il était rassembleur, malgré le fait qu'il se faisait intimider et tout ça. C'était un leader, puis là, c'est rendu un... Tu sais, c'était un leader positif quand il était jeune, puis là, c'est rendu un leader négatif. T'sais, il traîne l'équipe du mauvais bord, puis tout ça. Fait. Mais en même temps, ça montre que quand tu vieillis, ben, tu peux changer beaucoup, tu sais, selon tes motivations puis tout ça. Fait qu'il y a un peu des deux. Mais j'ai un penchant pour Pee-Wee 3D. Je préfère beaucoup plus ce film-là que Junior Majeur. Ceci étant dit. Mais il n'est pas si mauvais que ça. Ensuite, j'ai envie de parler des Intouchables, qui est un film français avec Omar Sy et je me souviens plus du nom du comédien qui joue le paraplégique. Je vous sors ça dans 2 petites secondes. François Cluzet. Bon. Je suis sûr qu'en disant ça, il y a personne qui a fait « Ah oui, François Cluzet ». Mais ouais, Les Intouchables, là, on est vraiment dans un autre type de film. C'est un drame, un mixé avec de la comédie. Je vous résume l'histoire. C'est un riche monsieur français qui est en fauteuil roulant. Il est paraplégique. Je pense que c'est ça, ou quadraplégique, en tout cas. Il peut juste bouger genre sa langue, puis il a des sensations dans les oreilles. That's it, t'sais. Vous voyez
un peu le portrait, puis il passe des entrevues pour se trouver comme son préposé un peu, là, son adjoint, là, tu sais, quelqu'un qui s'occupe de lui H24. Parce que, tu sais, il habite comme dans une grande maison, il y a un cuisinier, des femmes de ménage, tu sais, il y a du monde qui font un peu toutes ces affaires, mais il y a quand même besoin de son assistant personnel. Puis arrive le personnage de Driss, c'est comme ça qu'on l'appelle, qui, lui, se présente à la journée d'embauche parce qu'il veut juste qu'on y signe un refus comme quoi on ne l'a pas engagé. Comme ça, il peut toucher ses... ben là, c'est en France, là, mais ici, ça serait comme l'assurance chômage, mettons. Tu sais, il faut comme que tu essayes, faut que tu prouves que tu as essayé d'avoir une job, tu as fait des démarches pour, ou quelque chose du genre, pour pouvoir avoir de l'assurance chômage. Il y a plein d'autres raisons, je pense. Mais lui, c'est ça sa raison. Puis, le personnage de François Cluzet décide d'engager ce gars-là, justement. Parce qu'il a tellement pas l'air motivé puis tout ça, puis j'ai l'impression qu'il veut comme il donner une leçon dans la vie, tu sais. Puis là, ça clash parce que là, l'autre, il est engagé, il comprend pas pourquoi, puis il est pas bon, c'est le moins qualifié pour faire ça. Tu sais, il y a comme un extrait dans le film où en séquence, on voit comme quelques moments d'entrevue d'embauche de tout le monde, puis c'est tous des gens qualifiés, puis tout ça, versus lui qui se pointe. Dans sa dégaine, tu le vois qu'il s'en fout, qu'il n'y a pas de respect un peu pour les cadres puis tout ça, puis il décide de le prendre. Puis au début, il y a un clash, tu veux pas. Genre, tu sais, le gars, il est paralysé, tu sais, il peut pas bouger. Puis le Driss, il répond au téléphone pour lui. Il fait « Ah, c'est pour vous. » Puis là, tu sais, il tend le téléphone, mais le gars, il peut pas le prendre, il y a pas ses mains bougent pas. Puis là, tu sais, c'est plein d'affaires de même que pour le spectateur, c'est drôle. C'est comme des bons petits gags, des fois, rire avec, ou genre des renversements, des affaires de même. Puis, pour le film, ça montre à quel point il y a comme pas de considération, il comprend pas. Puis, vient un moment dans le film où ils développent une certaine complicité, les deux. Ils finissent par se rejoindre un peu, tu sais. Il y en a un qui est comme, tu sais, il a une mentalité un peu plus... c'est qu'il est très cartésien, mettons, tu sais, puis il aime quand les choses sont faites d'une certaine façon. Il aime avoir le contrôle pour quelqu'un qui a même pas le contrôle de son corps, c'est fou, tu sais. Mais en même temps, je pense que ça fait quand même du sens, là. C'est un peu comme un complexe de Napoléon, là, le fait qu'il y a comme... Il y a peu de contrôle sur lui-même, il aime exercer le contrôle un peu sur les autres, tu sais, ça le rassure. Puis l'autre, il est tellement... c'est qu'il est peu instruit dans ce type d'environnement-là. Tu sais, c'est un gars qui vient des... je sais pas comment on appelle ça là, en France, mais genre les quartiers. Je sais pas si c'est ça. Mais c'est comme un peu les HLM, genre. Puis là, tu le mets dans la noblesse, à servir la noblesse, justement. Puis il est désemparé, tu sais, par tout ça. Mais ils finissent par se rejoindre un peu. Puis c'est là la beauté du film. C'est que j'ai l'impression que dans la vie, on va croiser des gens qui vont nous freiner. Puis on va croiser des gens qui vont nous donner des ailes, d'une certaine façon. Puis je parle pas d'ambassadeur Red Bull, là. Je pense que c'est important de comme reconnaître ces gens-là, puis de pouvoir prendre notre envol d'une certaine façon avec eux, tu sais, parce que il y a un moment du film très drôle où Philippe, le personnage qui s'appelle, joué par François Cluzet, avec cause de sa condition physique, il dort pas bien la nuit, puis il fait des crises de panique où genre il a mal, tu sais. Il appelle ça une douleur fantôme. Puis là, Driss, il voit ça, puis genre, il y a comme un petit babyphone là, quand il dort pour s'occuper de Philippe. Puis la il entend ça, il rentre dans sa chambre, ça va pas. Puis là, il l'amène dehors. Puis ils s'en vont faire une balade de char. Puis, tu sais, Driss, c'est un gars de la rue, donc donc on le caricature, excusez-moi. On le caricature comme, tu sais, le typique gars de la rue, blablabla. Fait que là, il se fume un joint, tu sais. Puis là, il en donne à Philippe. Puis là, c'est un beau moment parce que j'ai l'impression que c'est comme un découvrait le monde de l'autre, tu sais, d'une certaine façon. Ils voient l'autre, ils ont de la considération pour l'autre, puis ils se comprennent, vice-versa. Puis c'est là que la, la relation se renforce d'une certaine façon, ça devient un peu comme une amitié, tu sais, le lien de confiance s'établit entre les deux.
au point où, tu sais, il vient un moment où Driss, il y a un petit frère qui est comme un peu dans la criminalité puis tout ça, puis il apprend que son grand frère travaille dans cette maison-là, puis là, il vient se loger là, puis là, Philippe, il voit bien que c'est votre frère, blablabla. Il dit, ouais, c'est mon frère, il a déconné, nanana. Faudrait que je m'occupe plus de lui. Puis là, il le laisse partir. Philippe finit par laisser partir son j'oublie tout le temps le mot, son assistant personnel, parce qu'il voit bien qu'il y a d'autres problèmes à régler, tu sais. Puis c'est même lui qui le force, il est comme, faut que tu le fasses, tu sais. Occupe-toi de ta famille aussi, tu sais. Là, tu t'occupes de moi, mais c'est une job, mais tu feras pas ça toute ta vie, tu sais. Puis après ça, il vient avoir un autre assistant personnel qui déteste. Tu sais, sont tous pas bons, puis c'est comme, tu sais, revient la même scène des douleurs nocturnes. Puis là, le monsieur est comme, ah, voulez-vous de l'aide? Voulez-vous une compresse? Tout ça. Puis il dit, allez-vous-en, foutez le camp, je vais pas vous voir. Puis tu vois qu'il est malheureux d'avoir perdu un peu son assistant personnel que finalement il aimait tant, tu sais. Puis il mène à ça tu vois que le personnage il glisse en dépression, tu sais, puis ça va pas bien. Puis c'est même d'autres membres de son équipe qui rappellent Driss puis qui dit qu'il faut que tu viennes le voir. Puis ça mène à une scène qui a l'air un peu c'est un peu provocateur là, pas parce que il revient le voir, puis là Philippe, tu sais, il est tout mal rasé puis tout ça parce qu'il veut plus que ses assistants s'occupent de lui. Puis là, il fixe la fenêtre. Puis là, Driss arrive fait ce que je vois, c'est la grande forme. Puis là, il s'occupe de lui, tu sais, il décide de le raser. Mais il joue avec comme si c'était sa poupée, genre. Tu sais, il le rase tout croche, là, au début, il fait juste comme des énormes favoris. Après ça, il rase ça, là, il fait la petite moustache de Hitler, puis là, il peigne, puis là, tu sais, il rit avec, puis sur le coup, ça peut avoir l'air des blagues de mauvais goût. Mais ça revient un peu à ce que je dis, c'est comme, il y a des personnes qui ont juste une bonté naturelle. Puis tout ce qu'ils veulent, c'est te voir être heureux, tu sais. Puis ils vont tout faire pour te rendre heureux ou, tu sais, pour te donner le sourire. Puis c'est là qu'on voit que, tu sais, finalement, il avait besoin de lui. Tu sais, au début, il l'a pris comme assistant euh, par mépris, puis pour lui donner une leçon, puis tu sais, pour qu'il vienne travaillant, parce que clairement, tu sais, le gars, il voulait juste son chômage, puis tout ça. Puis il a découvert en lui cette facette-là de bonté qui finalement, il peut plus se passer, tu sais. Parce qu'il a besoin de ça, puis il sent que tous les autres assistants qu'il a eu, ils peuvent pas y apporter ça, puis il se sent comme un malade. Alors qu'avec lui, il se sent comme quelqu'un de normal, parce que de son côté, Driss, il le voit pas comme... Tu sais, c'est pas qu'il manque de respect, mais c'est un peu ça d'une certaine façon. Fait qu'il le voit comme son égal. Tu sais, il le traite pas comme si c'était un handicapé ou rien. Fait que là, il a la beauté de la relation. Puis, il pousse un peu à faire des choses qu'il voulait pas faire. Puis ça, c'est incroyable. Parce que, tu sais, le fait qu'il soit paralysé, tu sais, tu penses pas que il, il va accomplir de quoi de grand. Tu sais, j'ai l'impression que on le voit un peu comme un personnage qui, qui est au statu quo un peu, tu sais, dans son évolution psychologique. J'ai l'impression que ce que le film nous montre, c'est plus l'évolution psychologique de Driss. Puis, lui, il est en amour, Philippe est en amour avec une femme, mais il fait de la correspondance avec. Genre, il fait juste écrire des lettres, là, il s'écrit des poèmes. Puis là, tu sais, ça montre un peu comme, tu sais, le côté noblesse et tout ça. Puis Driss, lui, il est très comme terre à terre, puis il faut l'appeler. Il dit, je sais plus son 06, là, trouve son 06. Là, il finit par avoir son numéro, puis à un moment donné, il fait juste l'appeler, puis il laisse le téléphone sur sa table. L'autre est paralysé, il peut pas raccrocher. Fait que là, il est pris à y parler, tu sais. C'est comme si cette personne-là le forçait contre lui-même à aller vers ses volontés, puis à accomplir ce qu'il devrait faire, tu sais, mais qui s'empêche de faire parce qu'il réfléchit tout le temps, puis il peut pas poser action. Puis finalement, à la fin du film, il set up une date avec cette fille-là, tu sais. Puis là, Philippe, il s'en va. Driss, il s'en va, puis il laisse Philippe attendre la date. Puis là, la fille arrive, puis là, ils ont enfin cette rencontre-là. Fait que, tu sais, c'est comme s'il lui avait permis de développer cette relation-là. Puis je pense que c'est un beau film, c'est un beau message de deux mondes sociaux différents qui se rencontrent, puis qui réussissent à
à se côtoyer puis à s'aimer, d'une certaine façon. Puis c'est la beauté du film, c'est que c'est un film basé sur une histoire vraie. Fait que c'est le fun de voir que parce que ça a l'air d'un scénario qui aurait pu très bien être écrit, t'sais. Mais on dirait que ça m'a réchauffé le cœur un peu de voir que c'est une vraie histoire. Il y a vraiment deux personnes de deux mondes complètement différents qui ont appris à se comprendre puis qui ont fini par développer une relation, tu sais. Fait que ça, je trouve ça quand même nice. C'est un film, ça s'appelle Les Intouchables, mais c'est très touchant. Donc, à écouter si vous avez envie d'être touché ou si vous voulez verser peut-être une petite larme. Puis là, je me rends compte que j'avais d'autres films, mais ça fait quand même 1 heure de podcast. Là. Ça fait quand même 1 heure que j'y yappe, comme on dit. Fait que je vais garder les autres pour plus tard. Puis je vais essayer de les décortiquer peut-être un peu plus, puis d'en parler plus en détail, parce que vous me direz en commentaire si vous avez aimé ça, si vous auriez aimé en apprendre plus sur le film ou sur les films que j'ai parlé, ou si une brève description sommaire comme ça, c'est quelque chose qui vous va. Ou vous pouvez m'écrire aussi en privé. Ce que je me rends compte avec les médias numériques, c'est que c'est plus facile de produire du contenu, puis c'est plus facile d'être accessible pour les gens que, tu sais, mettons, juste faire un spectacle sur scène, puis là, c'est pas tout le monde qui peut se pointer, puis c'est pas tout le monde qui peut l'écouter. Mais t'as moins de retours. Ce qui me dérange un peu. Tu sais, ce que j'aime beaucoup du stand-up, c'est le retour direct, tu sais. Je raconte une blague, les gens rient ou les gens rient pas. Pas ta réponse tout de suite. Est-ce que les gens ont aimé? Les gens ont pas aimé ça. Versus quand tu fais un projet numérique, comme je fais là, tu sais pas tout de suite si les gens ont aimé ou si les gens ont pas aimé ça. Fait que n'hésitez pas à me faire des feedbacks. Positif, négatif. Dérange pas. Je veux dire, j'ai fait 3 fois le gang show. Je suis capable de prendre du négatif. Là. J'ai déjà eu des haters. Là. Ça fait que je suis capable d'en prendre. Mais c'est ça, n'hésitez pas à me donner du feedback. Puis nous, on se retrouve dans un prochain épisode. Ciao!